bienvenue sur ma chaîne YouTube Déployez vos ailes et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir et la joie d'accueillir un nouvel invité, Sylvain Bélanger. Bonjour Sylvain. Bonjour à toi et bonjour à tous. Alors il faut savoir que Sylvain, t'habites à Montréal, c'est ça? Saint-Adèle. Donc c'est à peu près une heure et demie de Montréal. Une heure et demie de Montréal, on va dire, oui. Ok. Donc toi, tu es aujourd'hui thérapeute intuitif, hein, on peut dire ça, enseignant et auteur de plusieurs livres aussi. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qui est Sylvain Bélanger? Comment tu en es arrivé là? Parce qu'aujourd'hui, tu me disais que tu as quoi, 62, tu vas sur tes 62 ans à peu près? Dans 63 bientôt. Bah, alors félicitations parce que tu les fais pas. Hein. Tu fais plus jeune que ça. Ouais, mais je me suis bien maquillée aujourd'hui. J'ai bien réussi mon maquillage. Ah ouais, tu les fais pas. Alors, qui est Sylvain Bélanger? Peux-tu nous raconter ton parcours terrestre et spirituel? Comment justement t'en es arrivé à cette pleine conscience intuitive justement? Et nous expliquer justement ce que c'est. Ouais. Moi je suis né à Montréal pour commencer. J'étais plutôt timide quand j'étais enfant. Et puis, j'avais quand même une impression, et ça a duré quand même jusqu'à 25 ans certainement, que j'avais une espèce de dualité entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire que la réalité, elle existait, bien sûr, elle est objectivement là. Ouais. Mais j'étais constamment en questionnement sur le sens, sur ce qu'était la réalité par rapport à quelque chose que je sentais en moi comme étant autre chose, comme une autre perception de la réalité. Mais je n'arrivais pas à la nommer. Ça m'a amené donc à un parcours où j'ai fait des vêtements, mais des vêtements qui reflétaient un peu cette situation-là, parce que je faisais des vêtements où j'essayais de transformer un petit peu mon regard sur la conception de l'homme et de la femme. Je faisais des vêtements qui étaient pour hommes, mais des vêtements qui reflétaient les organes génitaux. Tu vois, c'était un truc... C'était un peu comme si je me cherchais, enfin, quand je cherchais mon identité masculine à travers, donc, l'expression créatrice de à travers la matière. Oui, exactement, parce que j'avais une déconnexion de la réalité. Je faisais de la danse aussi à cette époque-là. J'essayais donc de me réapproprier mon corps, mais j'avais aucun talent dans la danse parce que j'étais pas connecté avec mon corps. Et j'avais, au niveau de la création de vêtements, c'était très difficile pour moi parce que c'était très technique. Et pour moi, j'étais pas là. Donc, c'était un truc à abracadabra. Mais ça a été un parcours finalement qui était quand même intéressant puis qui m'a amené progressivement. Moi je me suis retrouvé donc en psychologie à l'université. J'ai quitté la psychologie, je me suis retrouvé donc dans les vêtements et ensuite en même temps de ça, je suis allé à une formation en psychothérapie corporelle. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute Sylvain, j'ai un guérisseur de New York qui vient au Québec pour la première fois et je suis convaincu que tu aimerais ça. Donc, si ça te tente, tu devrais venir. Alors, j'ai décidé donc sur un coup de tête parce que un guérisseur, pour moi, ça voulait dire un peu de choses, mais je connaissais pas très bien qu'est-ce que ça impliquait. Quand je me suis retrouvé dans ce stage-là, il s'appelait Ron Young, c'est un Américain, maintenant il vit en Italie et c'est un mec très spirituel, c'est un grand noir, très mince. Moi, je mesure 1m88. Oh, t'es mais grand. Lui, je pense qu'il est plus grand. Il était plus grand que moi. Donc, il était très grand. Et puis, c'est un homme noir, mais très, très intériorisé. Moi, il m'avait beaucoup impressionné. Ouais. Et à mesure que le stage avait lieu, moi, je me rendais compte que j'avais une facilité hors du commun à faire des lectures intuitives. Tout se faisait naturellement. J'avais l'impression que c'était facile, alors que plein de monde autour de moi n'arrivait à rien. Donc, les gens m'ont mis un peu sur un piédestal, puis j'étais très jeune à l'époque, je ne me rappelle plus, j'avais 20 ans. Alors, est-ce que tu peux... Alors déjà, tu sors de quel milieu? Tes parents, ils étaient très, très terre à terre, ils étaient dans la matière ou ils avaient un côté spirituel déjà, avant? Ma mère aimait bien la cartomancie. Ah, d'accord. Mon père était quelqu'un qui avait fait la guerre, donc il est resté très longtemps à la guerre, fait 8 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est resté très longtemps en Europe. Et quand il est revenu, moi, j'ai jamais rien su de lui sur la guerre. Il en parlait jamais. Et il est devenu alcoolique, mais d'une façon très, très importante. Et il est mort, donc, suite aux conséquences de ça. Et puis, il me disait tout le temps qu'il voulait mourir. Donc, c'est un homme qui était très secret. J'ai jamais trop compris qui était mon père. Même si je lui posais de questions, même si on allait danser ensemble, ça m'est arrivé de danser avec lui. On était très proches à quelque part, mais en même temps, il y avait quelque chose qui était...
il y a toute une connexion avec la sexualité aussi. Ma mère me disait qu'il était homosexuel. Pourtant, je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'homosexuels autour de lui, mais jamais je l'ai vu faire des manifestations de cet ordre-là. Et c'était comme un peu confus comme situation. Voilà, comme si ton papa, il n'arrivait pas à s'aboutir, en fin de compte, à révéler l'être qu'il était vraiment, peut-être. Ben, ce qu'il me disait, lui, c'est qu'il était en amour avec l'amour. C'était la réponse qu'il m'avait donnée quand j'avais déjà posé des questions. Et c'était encore là un peu un point d'interrogation, mais déjà, c'était un peu plus clair. C'est-à-dire je comprenais, moi, qu'il pouvait aimer des femmes, aimer des hommes. D'accord. Ça, mais moi, je n'avais jamais vu manifester vers des hommes quoi que ce soit. D'accord. Donc en fin de compte, plein de non-dits avec ton papa, en fait. C'est ça, exactement. Puis en même temps, on avait une relation très proche, donc on se sentait très connectés, mais en même temps, au niveau des mots, il n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup de choses, et ma mère non plus d'ailleurs, même j'ai reproché d'ailleurs souvent même qu'elle ne communiquait pas. Alors, j'avais un grand besoin de communiquer, semble-t-il. Pourtant, j'étais sans doute pas si habile que ça dans la communication à cette époque-là, mais j'étais à la recherche de quelque chose que je ne trouvais pas chez mes parents. Ça, c'est certain. Puis je me sentais un peu étranger à ma famille. Moi, j'étais pas. T'avais des frères et des sœurs, Sylvain, ou pas? 2 frères, 2 sœurs. Mais qui n'étaient pas du tout sur le même pôle. Vous n'étiez pas du tout connectés pareil, en fait. Ben, aujourd'hui, je suis très proche d'une de mes sœurs, par exemple. Tu vois, je suis encore très proche de ma famille en même temps, mais je me sentais j'étais un peu comme celui qu'on venait chercher parce que il y avait des conflits, puis à un moment donné, on venait me chercher. Moi, j'étais isolé, puis on venait me chercher pour finalement intervenir. C'était un peu la situation. Le rôle du médiateur. Ouais, d'accord, le médiateur. Oui, c'est ça, exactement. Puis je pense que j'ai toujours gardé cette position-là par la suite. Donc, j'avais peut-être seulement une identité à ce niveau-là qui s'est développée, mais j'avais pas le sentiment de faire partie de la famille. Je me reconnaissais pas dans la famille dans laquelle j'étais, mais en même temps, je me reconnaissais pas sur la vie sur Terre. Quelque part, j'avais de la difficulté à voir qu'est-ce que c'était être en relation. J'avais de la difficulté dans cette moi aussi, j'ai vécu ça. Tu as le syndrome un petit peu du vilain petit canard. Tu as quand même tes parents, tu sais que tu es quand même aimé par tes parents parce qu'ils sont là. Tu as tes frères et sœurs, mais en même temps, tu sais pas ce que tu fous là, en fait. C'est ça, exactement. C'était beaucoup ça qui était la grande question qui était là. D'ailleurs, c'est pour ça que la formation avec ce guérisseur-là était si importante. Le premier stage a été vraiment important parce que il apportait pas toutes les réponses, bien sûr, mais il faisait une connexion avec quelque chose que j'avais toujours ressenti. C'est-à-dire, d'une part, je suis sur Terre avec un corps physique, mais en même temps, il y avait quelque chose que je ne savais pas trop comment nommer, mais que je reconnaissais. Mais je n'arrivais pas à l'identifier. Quand j'ai su cette formation-là, c'était un peu comme un genre de connexion avec cet univers-là qui s'est mis en place et ça a donné plein de sens à plein de choses parce que j'ai pu nommer des choses que je ressentais en moi, j'ai pu les verbaliser grâce à l'apprentissage que j'ai eu. Ça a été pour moi Alors, est-ce que justement, tu peux nous expliquer ce premier stage? Donc, tu parles de lecture intuitive, on est d'accord? Quels ont été justement ces exercices que tu as réussi et que les autres pas? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à ceux qui vont t'écouter justement? Ben oui, sûrement. Donc, le premier stage, c'est un stage, on commence, lui, il est un peu, il est un peu il dégage quelque chose de très spirituel. Il y a beaucoup d'éléments de la religion catholique dans son enseignement, ce qui est surprenant parce que moi, je suis un Québécois et pour ceux qui connaissent le Québec, le catholicisme a été une religion qui a souvent inhibé beaucoup l'être humain, en tout cas au Québec. Donc, on n'est pas très chaud face à la religion catholique. Et donc, c'était un peu réverbatif au départ. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il nous faisait vivre? Il nous faisait reconnaître simplement que le corps de chair que j'ai, quelque part, si je déplace ma conscience vers un autre être humain, par exemple, je peux capter des informations sur lui. Et puis moi, dès que j'entreprenais cette démarche-là, évidemment, c'était super facile. J'arrivais à avoir un langage, ça se déferlait en mots. Donc tout de suite, voilà, t'arrivais à avoir des informations sur la personne qui était en face de toi, en fait. C'est ça, exactement, ouais. C'était très facile pour moi, alors que beaucoup de monde autour de moi avait beaucoup de difficultés. Puis ce que j'ai constaté, c'est que j'ai suivi ce guérisseur-là pendant quand même 3 ans. Et pendant les 3 années, beaucoup de personnes n'arrivaient absolument à rien. C'est-à-dire que ils cheminaient, mais ils n'arrivaient pas à développer ce que moi, j'avais une grande facilité à faire. Puis j'ai constaté qu'il y avait des gens qui avaient des plus ou moins grandes facilités, d'autres qui avaient vraiment des grandes difficultés. Alors, il y avait vraiment comme
c'est là que ça m'a amené à constater qu'il y avait sans rien enlever à Ron, là, j'avais l'impression qu'il y avait un manque de pédagogie dans l'enseignement parce que lui, il nous faisait vivre des choses sans les expliquer. Et puis moi, je constatais, c'est que j'arrivais à faire des choses, mais si quelqu'un me demandait comment je le faisais, je ne pouvais pas l'expliquer non plus. J'arrivais pas à comprendre. Et c'est ce qui m'a amené donc à vouloir aller vers la pédagogie, c'est-à-dire de vouloir identifier les mécanismes permettant le développement de l'intuition, parce que je me disais, il faut si on veut arriver à enseigner quelque chose, il faut l'expliquer aux gens, puis expliquer comment ça fonctionne, sinon, on n'arrive à aucun résultat. On peut dire, Sylvain, enfin moi ce que je ressens quand je t'écoute et que je te vois, on peut dire que tu as été en total lâcher prise avec ton mental dès le départ en fait. T'as lâché complètement pour vraiment rentrer dans ces lectures dès le départ. Oui, mais je pense que je pense que j'avais, sans m'en rendre compte, quelque part une relation avec l'imaginaire qui était très forte. Parce que très jeune, j'avais cette espèce de capacité de m'inventer des trucs. J'étais très créatif à quelque part. Donc ça, je pense que c'était un univers qui a favorisé le développement de l'intuition, parce que j'avais pas trop de barrières, de limitations, de rigidification dans mon esprit. Donc quand on m'a donné les clés pour simplement me laisser aller là-dedans, ça a été naturel et ça a été facile et ça s'est fait naturellement. Ça a été directement complètement connecté, voilà. Et toi, quand tu parles de la pleine conscience intuitive, est-ce que tu dis, qu'est-ce que t'en penses de ça? On est relié quoi? Au cosmos, à la source, à l'univers, aux êtres de lumière, aux guides, qu'est-ce que tu penses de tout ça justement? Toutes les réponses sont bonnes, c'est-à-dire que le problème, finalement, c'est justement que on cherche, nous, à identifier quelque chose qui n'est pas identifiable. C'est-à-dire que pour moi, si on me dit, tu communiques avec les guides, oui. Tu communiques avec de la mémoire, oui. Tu communiques avec des entités, oui. Tout est oui. Parce que quelque part, cet univers-là, finalement, n'est pas animé par une chose. On a tendance à dire, c'est ton âme, je communique avec ton âme. Oui, mais comment tu sais que c'est ton âme? Tu peux communiquer avec autre chose que l'âme. Comment tu sais que c'est l'âme? Mais quand on pose des questions comme ça, on arrive à conclure que les gens ne savent pas nommer les choses. On les nomme parce que notre mental a la capacité de nommer les choses puis de les mettre dans une espèce de rangement. De boîte. C'est ceci, c'est cela, mais que finalement, dans le processus intuitif, quand on s'attend au processus intuitif, on se rend compte que toutes les informations sont comme un peu comme connectées les unes aux autres. Et que finalement, on peut donner des mots à ces choses-là. Et c'est ça le problème, c'est que quand on parle d'intuition, par exemple, on veut mettre dans le mental une organisation intellectuelle pour donner un sens cohérent à quelque chose qui ne l'est pas finalement d'un point de vue intellectuel. Parce que l'intuition n'utilise pas le même support que le mental. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers qui est beaucoup plus... Il y a un flot d'informations qui est beaucoup plus vaste. Et le mental, évidemment, lui essaie de tout le temps réduire ça pour essayer de contrôler un peu la situation. Alors, en fin de compte, on peut dire que certains humains, pas tous, parce qu'il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il y a plusieurs plans de conscience sur la Terre? Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et que l'être humain, c'est quelque part, des fois, c'est nous qui avons des pensées limitantes, on se limite en disant je pourrais pas, j'y arriverai pas, j'angoisse, j'ai peur, et en fin de compte on se met quelque part, on se limite, on se met des fausses peurs alors qu'on a tous les capacités en fait. Peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, Sylvain, toi? C'est sûr, mais moi quand j'enseigne de toute façon la démarche intuitive, ce que je constate, c'est que les gens qui ont le plus de difficultés, c'est évidemment les gens qui essayent de garder dans des cadres la situation parce qu'ils sont dans une forme de contrôle. Et le processus intuitif, c'est finalement tout sauf le contrôle. C'est-à-dire que le processus intuitif, c'est de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi et de se laisser porter par celui-ci pour qu'il nous dévoile sa vérité. Et cette vérité-là est quelque chose qui dépasse ce que je suis. Donc, je suis obligé, moi, de me mettre en retrait pour accepter que cette intelligence-là puisse se manifester à moi et que je puisse participer au flot de la connaissance qui est associée à ça. Et c'est pour ça que toute personne, y compris moi, on a un accès à une certaine source d'information de sagesse intuitive qui est relativement limitée. Il y en a qui ont plus d'accès, d'autres moins. Mais on est tous limités, il faut bien le comprendre, parce que c'est une source d'information qui est très, très vaste. Donc, c'est ça un peu. Et donc, du coup, tu fais des ateliers, tu fais des conférences, tu viens en France aussi. Oui, ça fait plusieurs années. Écoute, ça fait peut-être 20 ans que je vais en France 2 fois par année, en Belgique, en Suisse, en France.
Et bon, là, récemment au Maroc, je vais aussi. Ouais. Donc voilà, j'enseigne. Je fais des formations en ligne aussi. Donc je me suis orienté vers les formations en ligne aussi. Mais je fais des enseignements présentiels, j'écris des livres, je fais des conférences. Je suis thérapeute également aussi. D'accord. Et comment se passe une séance avec toi? Alors, tu les fais en visio, tu les fais en présentiel, les deux, je suppose, du coup, Sylvain. Ben oui, puis même, tu vois, que je fais souvent des lectures d'âme comme ça dans une chaîne sur YouTube, justement, une fois par mois. C'est-à-dire que les gens me posent des questions et moi, je vois pas leurs photos, je vois pas leur image. Souvent, leur nom, c'est même pas des vrais noms et puis j'arrive à le faire quand même. C'est juste pour mettre en lumière que lorsqu'on arrive à maîtriser l'intuition, ben, on peut effectivement se connecter avec quelqu'un sans qu'on ait aucune information sur cette personne-là et qu'on soit capable de l'aider justement à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Tu vois. Donc, Comment ça se passe concrètement? t'as pas Oui, besoin vas-y. de sa voix, parce que moi, je me connecte beaucoup au son de la voix et du Mm. prénom. Et ça s'arrête là. Mais toi, t'as pas forcément besoin du son de la voix, c'est juste, Non. Ben non, parce que dans cette émission-là, justement, bon, ben, quelque part, la personne pose une question. C'est souvent un faux nom qu'elle utilise, parce que c'est un nom, bon, sur YouTube, il y a souvent des utilisations de noms qui sont pas les vrais noms de la personne. Et puis, évidemment, je vois pas la personne, je l'entends pas non plus, elle ne fait que ouais. manifester sa question. Par exemple, souvent, la question, c'est qu'est-ce que c'est, pourrais-tu me faire une lecture d'âme, par exemple? Tu vois, alors, on part avec rien, et puis je donne l'information, puis ça se passe très, très bien. Les gens sont plutôt contents de cette démarche-là. Comment, concrètement, ça se fait? C'est que pour moi, l'imaginaire, c'est la clé du processus intuitif. C'est-à-dire que l'imaginaire, on pourrait se dire, oui, mais ça veut dire que tu imagines des choses, mais on ne comprend pas très bien l'imaginaire. C'est-à-dire que Ouais. l'imaginaire, il y a l'imaginaire que moi je dis, je contrôle mon imaginaire, et on peut aussi envisager l'imaginaire comme une voie d'accès à un univers qu'on pourrait dire imaginaire, entre guillemets, qui est un univers très vaste, dans lequel, quand je pénètre dans cet univers-là, comme si je me mets en relation avec toi, par exemple, Ouais. ben, je pourrais dire, pour que je sois capable de me connecter avec toi, je dois utiliser mon imaginaire pour imaginer que je vais me connecter avec toi. C'est-à-dire qu'on est à distance, mais je peux, parce que l'imaginaire, quelque part, me limite pas par la dimension terrestre, me connecter avec toi. Et si je me connecte avec toi, je vais capter des images, des sensations et des mots qui vont émettre de toi. Et je vais donc discuter avec ces perceptions-là pour être capable de comprendre ce que ces perceptions-là ont à me communiquer te concernant. Et ensuite, je vais faire des actions comme de déprogrammation, c'est-à-dire de donner tout ce qui est nécessaire aux informations qui sont présentes dans ton champ pour qu'elles puissent se libérer, ou faire des soins énergétiques qui vont m'amener donc à échanger avec toi pour que ton corps devienne de plus en plus fluide, de plus en plus équilibré, et que moi, je puisse donc accéder à des informations qui mettent en lumière ton potentiel évolutif, ton potentiel d'harmonie qui est en toi. Tu vois, parce que plus tu es équilibré, plus tu me montres une image de toi qui est plus saine, qui est plus en harmonie avec tes potentialités. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre rendez-vous avec toi, avoir une lecture d'âme, on te joint comment alors? Ben, ça peut être par téléphone, par mail, par le site. Il y a une newsletter, donc les gens peuvent aussi passer par là. Mais le plus simple, c'est par téléphone ou par email, voilà. Voilà. Et puis après, par téléphone, ça passe pareil. Voilà. Ben, comme je disais tantôt, moi, au début, des consultations à distance, je les faisais par téléphone, parce que quand même, je suis un vieux, hein, donc, dans le sens qu'à une certaine époque, je me rappelle, je voyageais avec des valises sans roulettes. Là, ça n'existait pas, les roulettes à l'époque. Ouais, puis, il y avait pour téléphoner au Canada, il fallait passer par des trucs Internet, là, Ouais, des ouais, ouais, magasins. Tu ouais. vois, à une certaine époque, c'était pas facile. Donc, oui, au début, je commençais par le téléphone. Et puis, finalement, je constatais que par téléphone ou même à distance comme ça, on arrivait à, même quand on ne voit pas la personne, c'est même plus intéressant quelquefois parce qu'on arrive à connecter avec quelque chose qui est plus en profondeur des fois parce que justement, le fait de voir la personne, des fois, ça peut nous priver finalement d'une intimité, je dirais, qu'on peut accéder à la personne d'une façon différente par la voie téléphonique. Donc, ça peut être par téléphone, par vidéo, par tous les moyens maintenant Internet qui peuvent exister. Là, il y en a plusieurs. Et puis, ça peut se faire en présentiel, bien sûr. Et par exemple, si tu as une personne qui te contacte pour avoir une lecture d'âme avec toi et qui n'est pas du tout ouvert à ça, pas du tout ouvert à ses guides, à la source, à l'univers, tout ça, t'arrives à la percer quand même, t'arrives quand même à aller au-delà de tout ça,
de ces réticences? Le problème, c'est pas de la percer, le problème, c'est d'arriver à communiquer avec elle. Parce que si une personne est complètement fermée à des choses, ben inévitablement, il va falloir trouver une façon de communiquer avec elle pour être capable de lui transmettre une information qu'elle va accueillir. Ça, c'est le principal problème qu'on rencontre dans une démarche intuitive de toute façon, parce que quand on communique quelqu'un une information à une personne, bien évidemment, il faut être capable de passer par le bon endroit pour être capable de l'atteindre et qu'il y ait une communication qui puisse prendre forme. Donc, c'est ça qui est le plus difficile. Mais moi, pendant toutes ces années-là, ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'ai pas pu avoir une lecture intuitive avec quelqu'un qui puisse se faire d'une façon satisfaisante. C'est-à-dire que je voyais que la personne, on a arrêté parce qu'on n'arrivait pas à quoi que ce soit. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle avait verrouillé tous ses chakras, quoi. C'était fermé de chez fermé, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, cette personne-là, pour être bien franc, cette personne-là, quelque part, elle venait de l'Inde et elle était référée par sa compagne. Donc, il ne voulait pas être là, en fin de compte. Et il était convaincu que parce qu'il était en Inde, il y avait donc une démarche, il avait rencontré les maîtres. Donc, il était convaincu, lui, qu'il y avait une certaine épanouissement spirituel. Et puis moi, quand il est venu, bien évidemment, l'épanouissement spirituel, c'est une facette de l'être humain qui se trouve devant nous, mais bien évidemment qu'il y a d'autres éléments, quelque part, qui vont ressortir, qui ne sont pas nécessairement harmonieux avec l'épanouissement spirituel que l'on a. On n'est pas qu'une chose, c'est-à-dire que j'ai un bel épanouissement spirituel, mais je peux être complètement déséquilibré à d'autres niveaux. Tu comprends? Il y a une espèce de... C'est pas nécessairement une cohérence absolue. Alors, cette personne-là, elle n'avait pas voulu entendre finalement ces autres éléments-là qui étaient présents. C'est ça qui a fait qu'à un moment, on avait convenu que c'était préférable d'arrêter à ce moment-là. Et entre guillemets, quand tu te branches avec nous, avec notre âme, est-ce que tu ressens nos guides autour de nous? Est-ce que tu les ressens? Est-ce que tu as des messages de leur part? Comment ça se passe en fait? Ben, tu vois, ça nous amène à parler un peu de ce qu'on pourrait appeler, moi j'aime ça appeler ça comme ça, la cartographie de l'inconscient, c'est-à-dire de quelle façon, de quoi se compose finalement notre champ énergétique. Oui. Parce qu'il y a plusieurs éléments. Et c'est ça, quelque part, que des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que moi, je suis fait d'un corps terrestre, et ce corps terrestre-là, évidemment, il émane une certaine énergie. Cette énergie-là, évidemment, on pourrait dire que ça provient de nos cellules qui émènent de la lumière. Il y a même un chercheur physicien Pop qui a démontré cette réalité-là, c'est-à-dire que le soleil envoie des photons de la lumière et les cellules du corps absorbent cette lumière-là puis la réémettent ensuite. C'est vraiment une preuve scientifique qui a été faite avec ce monsieur-là, même développer un appareil qui mesure cette lumière-là des cellules. Et on peut concevoir que l'aura, c'est ça. Donc, la première chose qu'on observe dans le champ énergétique, c'est d'abord avant tout le potentiel santé. C'est-à-dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on peut déterminer s'il y a des zones de faiblesse, des zones de friction, des zones de tension, etc. dans le corps physiologique, dans les cellules du corps, les organes et tout ça. Ça, c'est une première réalité qu'on va observer. La deuxième, c'est que dans ce champ de lumière-là, il y a de l'information qui peut être associé à mon histoire personnelle. Par exemple, moi, en tant qu'enfant de 5 ans qui s'est senti rejeté, par exemple. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. Il peut y avoir des mémoires familiales, donc des mémoires associées à nos ancêtres familiaux. Il peut y avoir également des mémoires d'autres vies. Oui. OK? Donc, là, ça, c'est une source d'information qu'on peut aller chercher. Ensuite, évidemment, il peut y avoir, donc, des guides qui peuvent aussi s'ajouter à ça ou toute autre manifestation dite spirituelle qui peuvent être présentes, qui peuvent se retrouver là. Puis, il y a évidemment la possibilité aussi de reconnaître l'alignement de l'âme. C'est-à-dire, l'âme, on part du principe que l'âme, c'est une source lumineuse. Oui. Et puis, évidemment, pour qu'elle puisse s'aligner à notre corps terrestre, elle doit passer par elle doit créer un genre de flot d'énergie entre l'âme et les dimensions causales, mentales, émotionnelles, énergétiques, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut prendre le temps d'observer si on le souhaite lors d'une lecture intuitive. Donc, oui, on peut donc travailler avec des guides, mais on peut également aussi reconnaître que dans notre champ énergétique, il y a plein d'autres informations que celles des guides. Et souvent, moi, j'aime bien mettre l'emphase sur les mémoires qui animent l'être humain. Ouais. Parce que les guides, souvent, les gens vont spiritualiser leur expérience à un point tel qu'ils vont se cantonner, je dirais, s'agripper à l'idée qu'un guide est là et ils vont oublier quelque part tout le processus de responsabilité qu'ils ont face à leur propre mémoire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que faire une consultation de lecture intuitive de son âme, je suis d'accord, parce qu'ils vont avoir des informations, comme tu dis, un tas d'informations.
Mais après, c'est quand même à l'être humain, enfin à l'âme, de cheminer sur Terre et de poser des actions quand même. Bien sûr. On est Ouais, c'est d'accord? sûr. Hein? Absolument. Oui, oui. C'est Voilà. pour ça que le plan d'action, c'est important. Le plan, tu sais, on peut dire, on peut dire que tu as un problème. Tu sais, c'est un peu comme la notion du karma ou même de l'épigénétique. On retrouve aujourd'hui que Voilà. les gènes peuvent être modifiés, alors qu'avant, on disait non, non, les gènes, t'en hérites et t'es prêt avec. Un peu Ouais. comme une irresponsabilité. Ah, c'est pas de ma faute. Hein, j'ai eu un mauvais héritage génétique. C'est Et là, ça. aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une responsabilité. Jusqu'à un certain point, on a une responsabilité. On peut prendre notre vie en charge et amener des modifications qui vont transformer nos gènes. Et dans ce sens-là, évidemment, ça touche aussi pour moi toute la notion du karma, c'est-à-dire que le karma, c'était j'ai un bon karma, j'ai un mauvais karma, et ça Ouais. justifiait d'une certaine façon des choses. Et je pense qu'on est en train de révolutionner la psyché humaine avec la venue de l'intelligence artificielle, la venue de la physique quantique qui est en train de faire exploser en quelque part notre vision du monde. Et je pense que tout ça contribue de plus en plus à nous rendre compte qu'on est créateur davantage qu'on le pensait. Bien sûr, on est créateur, hein. C'est nos pensées, c'est nos faits, c'est nos Ouais, paroles, ouais. c'est nos gestes. Et c'est pour ça, il est important de dire à nos auditeurs, à nos auditrices, ok, on va vous donner des informations. Ça peut être autant moi, médium, ou toi, thérapeute intuitif, ça peut être nos guides, la source, etc. Mais après, quand vous fermez la porte de mon bureau ou que vous raccrochez le téléphone, c'est important de leur dire, attention, mettez des choses en action. C'est Faites une ça. introspection, plongez en vous, travaillez. Moi, c'est ce que je leur dis. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est pas. Moi, je sais qu'il y a des personnes, je ne les prends pas ou je ne les prends plus parce que elles sont dans un cheminement spirituel qui est totalement faux. Elles vont voir des kinésiologues, elles vont voir des médiums, elles vont voir des voyants, elles vont voir des réflexologues, elles vont voir des hypnothérapeutes et elles sont dans une spirale. Elles en finissent plus. On leur donne plein d'infos qui sont souvent les mêmes parce que finalement, quelque part, on se regroupe tous. On dit des choses, souvent c'est les mêmes. Moi, des fois, j'ai des clients qui me disent oui, tu me dis ça, on me l'a déjà dit, on me l'a déjà dit. Mais oui, mais après, tu fais quoi de ça? C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que justement, Ouais. dans la démarche sur laquelle j'enseigne, moi, je mets beaucoup l'emphase sur lecture intuitive, déprogrammation et soins. Parce que lecture intuitive, c'est j'observe quelque chose. Déprogrammation, c'est j'interagis sur quelque chose. Et soins, j'interagis sur quelque chose. Donc, je cherche à dévoiler à quelque part. D'une part, c'est un soin, donc je modifie quelque chose chez la personne, mais d'autre part, la modification m'amène à refléter la personne vers quoi elle tend. Et cette capacité que l'on a de lui transmettre cette idée de vers quoi tu tends, ça permet à cette personne-là, au niveau de son cerveau, à redéfinir des connexions neuronales qui vont l'amener justement à actualiser le changement, à l'amener vers un renouveau, où elle va reconnaître à quelque part qu'elle se dirige dans telle direction, qu'elle a ce potentiel évolutif qui est en train de se manifester. Et ça nous amène aussi à la responsabilité, c'est-à-dire que si ce potentiel évolutif, il est là, et que tu n'y vas pas, c'est à quelque part, d'une certaine façon, le choix que toi, tu as fait, toi, consciemment ou inconsciemment, on est d'accord. Mais c'est quand même un choix qui a été là. Alors, pour moi, l'objectif de ma pratique à moi, c'est d'amener la personne à retrouver son unité à l'intérieur d'elle-même pour s'actualiser dans ce potentiel évolutif-là le plus possible. Alors justement, est-ce que tu as une anecdote concrète à nous raconter, à nous, auditeurs, auditrices, voilà, une personne qui, voilà, par exemple, qui est venue te voir, je sais pas moi, une personne qui a été battue pendant son enfance ou qui a été violée, je vais aller dans les sujets glauques, je m'excuse, et qui arrivait pas à s'en sortir et qui dit tiens, je vais faire une lecture intuitive, une lecture d'âme avec Sylvain Bélanger. Et est-ce que cette personne-là, après, plus tard, t'as eu des nouvelles en disant je m'en suis sortie, j'ai compris des choses, j'ai avancé? Oui, ben je pense entre autres, j'avais une personne qui était venue me voir. Bon, je vais faire l'anecdote. C'était une sexologue qui m'avait référé cette personne-là. C'est une personne qui avait 5 entités. C'est ce qu'elle me disait. Hein. C'est la sexologue qui m'avait dit ça. Moi, je n'avais pas défini ça. Et là, elle me dit, fais attention, il y a 5 entités, dont une qui s'appelle Hitler. Hitler, vous connaissez Hitler, le mec là. Hein? Ouais. Donc, elle était très apeurée. Ouais. Et là, finalement, je rencontre la personne en question qui, finalement, j'ouvre la porte et puis, finalement, ce que je vois, c'est un mec qui est complètement chambranlant. Pourquoi il est chambranlant? Parce que, justement, on lui donne de la drogue, parce qu'il devenait violent. Quand il devenait Hitler, il devenait violent et il voulait tuer tous les Juifs.
Donc, il y avait toute cette situation-là. Donc, c'est un homme qui avait vraiment pas du tout dangereux, qui avait vraiment plutôt, à quelque part, plutôt gentil comme personne. Ouais. Un homme qui n'a pas nécessairement beaucoup d'éducation, mais une belle personne. D'accord. Et puis, finalement, donc, je fais le soin à cette personne-là, qui est donc très psychiatrique, très médicamentée. Et puis, ce que je constate, tu sais, quand on parle d'identité, c'est un autre phénomène que je trouve surtout les médiums, sans vouloir te vexer. Hein. Moi, les médiums, une des raisons pourquoi à un moment donné, j'ai voulu même ne plus être identifié au titre de médium, parce que j'avais le sentiment que les médiums étaient tout le temps en train de parler d'identité et tout le temps en train de déresponsabiliser quelque part la personne en se disant, mais pauvre toi, t'es malchanceux, t'avais une fenêtre ouverte, puis il y a une entité qui est rentrée dans ta maison. Et c'était des choses incroyables. Moi, j'en revenais pas que les gens se rentraient là-dedans. En tout cas, donc, j'avais une certaine... et là, cette personne-là vient donc avec 5 entités. Donc, et puis, ce que je constate, c'est que c'est une personne qui a été dans la cocaïne pendant plusieurs années. D'accord. Alors, souvent, les gens qui prennent la drogue sont plus sensibles à avoir comme ce qu'on pourrait appeler des énergies dissociées en eux. Et puis, c'est une personne, finalement, que son frère, qui était jumeau, était décédé dans une église. Tu vois? Alors, décédé dans une église, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que, vous voyez que Hitler avait un sens. Ça veut dire que cette personne-là avait la souffrance parce que son frère était mort dans une église. Et comme il était mort dans une église, lui, à quelque part, avait développé cette frustration, ce malaise, cette tristesse. Il l'avait transformé en colère, puis il l'avait nommé Hitler. Je dis il l'avait nommé Hitler parce qu'évidemment, cette personne-là, quelque part, elle était dissociée. OK? Alors, possiblement que la drogue, la prise régulière de drogue l'avait favorisé à ce niveau-là, mais on voyait que dans son champ énergétique, il y avait énormément de congestion dans son énergie, beaucoup de surcharge énergétique dans son corps, et que sa conscience était morcelée. Il y avait d'une part, il y avait Hitler qui reflétait quelque part une facette de cette personnalité qu'elle n'assumait pas, OK, qui était la colère qu'elle avait face à la mort de son frère. Il y avait une autre énergie qui était plutôt cocasse, qui était Céline Dion. Pourquoi Céline Dion? Mais parce qu'il avait, c'était la sœur de Céline Dion qui lui disait qu'à chaque fois qu'il avait un désir sexuel envers une femme, parce qu'il était marié, donc quand il y avait un désir pour une autre femme que la sienne, ben c'était la sœur de Céline Dion qui lui disait ça. C'était donc pas de sa faute. Non, moi, c'est pas moi qui veux ça, c'est la sœur de Céline Dion qui me manipule. Ah oui, donc il se dissociait complètement de ses actes et de ses pensées. Il disait que c'était les autres, en fait. D'accord, ok. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que la sexualité pensait que c'était des entités, parce que c'était ça qui était reflété. Mais quand on regardait ce qui se passait, on voyait bien que c'était simplement des facettes d'elle-même, de cette personne-là, qui s'était pas ramassée en une pièce. Et que, comme il n'était pas capable de se ramener vers lui-même, ben, il y avait cette souffrance-là. Et puis, il y a un soin que j'ai fait avec cette personne-là, et elle est revenue me voir 1 an plus tard pour me dire qu'elle avait donc cessé sa médication suite à ce soin-là, et qu'elle avait pu fonctionner normalement, c'est-à-dire qu'elle avait repris le travail et tout ça pendant toute cette année-là. Avoir plus de lucidité par rapport à sa vie, justement. En arrêtant les médicaments. J'avais réussi un petit peu. J'avais recollé un peu les morceaux, puis j'avais surtout pas jugé, parce que quand on pense aux entités, bien évidemment, il y a toute cette notion, quelque part, de déresponsabilité qui vient avec. Puisque moi, quand j'avais été avec Ron, ce que j'ai peut-être pas dit, mon premier stage, j'ai vécu l'exorcisme. Tadam! Le dévoilement. Mais ça a été sur une surprise parce que moi, quand j'avais fait cet enseignement-là, j'avais aucune idée qu'on allait parler d'identité. Puis que surtout, on se tenait la main dans le groupe et il y avait régulièrement dans le stage, à un moment donné, un cri ou des pleurs, je ne sais quoi, qui se manifestait parce que pendant qu'on était en groupe comme ça, il y avait des gens qui exprimait quelque part un malaise et que selon le guérisseur, mais c'était parce qu'il y avait une entité qui était là, qui avait envie, qui était finalement dévoilée. Et là, il y avait tout le travail d'exorcisme qui se faisait. Et puis, ce qui était drôle, c'est que Ron ne nous expliquait pas comment faire l'exorcisme. On le regardait, puis on faisait comme lui, c'est-à-dire que visuellement, on regardait ce qu'il faisait. C'était plutôt cocasse. Mais moi, j'ai été exorcisé, je peux raconter peut-être un peu le truc. Parce que quand même sympathique, j'avais les mains que... Moi, il m'avait déjà dit dans le stage que j'avais une entité en moi. Donc, moi, quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, OK, je vais me mettre dans un coin, je ne ferai pas de bruit, je ne dérangerai personne, puis il va m'oublier parce que j'avais
j'étais dans un univers que je connaissais pas. Donc, j'étais un peu dans une situation où je savais pas trop à quoi m'attendre de ça, parce que je voyais aussi que les gens qui se disaient pris d'identité dans la situation, dans le groupe, mais se mettaient à crier, il y a des convulsions. Oh là là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi le film? C'est un film, hein, ton truc là. Ouais, mais c'est ça, mais j'avais l'impression d'être dans un film, justement. Je me disais, mais merde, c'est quoi ce truc-là? Et puis, finalement, la dernière méditation, c'était une méditation sur la Vierge Marie. Je me rappelle par cette énergie bleue de la Vierge Marie. Et je tenais les mains de deux personnes, un côté, un autre côté. Puis à un moment donné, je sens, à quelque part, l'énergie bleue, mais très, très intense dans ma main. Donc, ça commence comme ça. Et puis, tout doucement, je me sens comme de raidir. Puis mes deux bras deviennent, tu sais, je deviens comme un peu comme ça, tu vois. Je quitte les mains des gens, puis je deviens comme tout recroquevillé sur moi-même, mais hyper tendu. Comme si j'avais plus le sentiment de pouvoir bouger. Et là, évidemment, bon, je suis identifié comme étant exorcisé dans cette situation-là. Donc, on me met sur au centre du cercle. Puis lui, il fait ses simagrées, tout ça, puis il enlève l'entité. Puis moi, je sens absolument rien à ce moment-là, quand même, pour être très franc. Puis après ça, il me dit que ça va rétablir la circulation, tout va aller mieux, tout ça. Mais on m'a dit qu'on pouvait observer ça par la suite, mais moi, je n'ai pas ressenti comme tel. Mais c'était l'expérience que j'ai vécue. Tout ça pour dire finalement que c'est toujours... Moi, ce que j'ai compris aussi avec cette histoire-là, parce que j'ai eu beaucoup peur d'identité, bon, suite à cet événement-là, mais par la suite, j'ai toujours eu une certaine appréhension pendant longtemps, parce que je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, parce que moi, je voyais des mémoires. Donc, je disais, c'est quoi la différence entre une mémoire puis une entité? C'est la même façon d'exprimer la chose. Puis à un autre moment donné, qui est un peu plus cocasse, j'avais une personne qui devait se faire... qui se mettait au centre, on faisait des lectures en groupe et tout ça. Et là, il y a une énergie qui vient sur moi. Ouais. Puis Ron, le guérisseur, est là. Puis il me dit, Sylvain, est-ce que tu observes quelque chose de spécial? Veux-tu nous en parler? Ou chose comme ça. Parce que lui, il savait que j'avais cette espèce d'énergie sur moi. Mais ce qui était drôle, c'est que cette énergie qui était sur moi, c'était une prostituée. Alors, la prostituée, ben, quelque part, se comportait avec moi comme une prostituée. Oui, bah oui. Alors j'étais un peu mal à l'aise de raconter tout ça. Puis, mais c'était intéressant parce que ça a été un peu comme pour moi une confirmation que finalement, que c'était une mémoire, finalement, quelque part, mais qui se manifestait avec un peu plus de conscience, plus de distinction qu'une mémoire comme telle. Ouais. La mémoire, elle a une certaine distinction, mais l'entité, ce qu'on pourrait appeler l'entité, elle a encore plus de distinction. Et pourquoi? Ben, parce que moi, je pense que lorsqu'une personne donne beaucoup de... Tu sais, un peu comme une souffrance. Tantôt, tu parlais de viol, par exemple. Mais un viol, si moi j'étais violé, j'ai vécu un traumatisme important au niveau émotionnel. Cette émotion-là, quelque part, je l'ai mise dans un coin dans mon champ énergétique et je n'avais pas cette émotion-là parce que ça me fait trop mal. Ouais. Et parce que je ne l'avais pas, ben, ce qui va arriver, c'est qu'elle va résonner avec des mémoires d'autres vies qui ont une similitude au niveau émotionnel. Ouais. Et là, il va y avoir une genre de complémentarité entre les deux qui va faire que l'entité, en quelque sorte, va devenir très puissante parce que je vais être identifié à elle très fortement parce qu'elle va correspondre à l'émotion que j'ai rejetée, tu vois? Et pour moi, donc, donc elle va avoir une sorte d'emprise sur nous, en fait, émotionnelle. C'est ça. Et c'est là, quelque part, qu'on peut parler d'identité, contrairement à ce qu'on pourrait appeler la mémoire. Parce que la mémoire dissociée, c'est simplement des énergies ou des émotions qu'on a mis de côté. Mais quand il y a des entités, ce qu'on appelle une entité, c'est quelque chose qui a une résonance entre une émotion qui est la mienne et une émotion de la même vibration, de la même intensité qui appartient à une autre vie. Et là, il y a quelque chose qui devient vraiment plus puissant à ce moment-là, qui se manifeste, tu vois. Et par contre, une question... par exemple, si tu peux te retrouver, je sais pas moi, dans un restaurant, dans un avion, dans un train dans un comité autre, est-ce que tu peux ressentir, est-ce que ça te gêne pas de ressentir les énergies des uns et des autres? Par exemple, si imagine, t'es dans un avion et t'as quelqu'un que tu sens de hyper malveillant, méchant et tout, est-ce que ça va te gêner, toi, pendant le voyage? Non. Non, parce que ce que j'ai constaté, moi, c'est que moi, je peux couper complètement, sans aucun problème. C'est pas difficile pour moi. Je peux consciemment faire quelque chose, une lecture intuitive ou me relier à quelqu'un, mais je peux constamment ne pas le faire. J'ai le contrôle dessus. Ouais. Donc, je ne me sens pas happé par quoi que ce soit. Je me rappelle même un Noël, un réveillon de Noël. J'étais avec la famille de l'époque, avec mon ex-compagne. Ouais. Et il y avait une fille à côté de moi qui était là, que je connaissais un peu. Et elle a
refusé de me parler, sans que ça paraisse trop, hein, avec moi tout au long de la soirée. J'ai su, plusieurs mois plus tard, qu'elle avait énormément peur que je lui fasse une lecture sur elle, que je découvre des choses sur elle. Je ne sais pas de quoi il s'agissait parce que j'ai rien fait à ce moment-là, mais elle avait une appréhension. Tout ça pour dire que finalement, moi, réveillon, j'avais pas envie de commencer à épier. C'est clair, mais ils sont tous un petit peu comme ça. Moi qui est médium, souvent quand tu dis bah qu'est-ce que vous faites dans la vie, bah je suis voyante et médium où j'écris des livres, bah tout de suite il y en a, hop paf, c'est le mur, il coupe. Ça veut dire ils parlent plus de la soirée, comme s'ils avaient peur qu'on fasse un scan de l'âme, hein, tout de suite, qu'on soit là, mais on n'est pas toujours en mode, mais pas du tout, on n'est pas. Oui, puis il y a une éthique là-dedans. Moi, quand j'enseigne mes étudiants, je leur dis bien quelque part qu'on ne fait pas, logiquement, on ne fait pas de lecture sur des gens qui n'en ont pas fait la demande. Voilà. Donc, ça nous met dans une situation où, pour moi, c'est important parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré des gens qui ont été intrusifs envers moi. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir puis me disant je perçois ça en toi, etc. Et moi, j'appréciais jamais ce genre d'intrusion-là parce que quand on n'a pas sollicité quelque chose, ben la personne, pourquoi elle le fait? Elle le fait pourquoi? Parce qu'elle veut vendre ses services, parce que, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour moi, il faut vraiment avoir une certaine position de professionnalisme. Et le professionnalisme, quelque part, c'est un médecin, par exemple, ne va pas commencer à faire des évaluations à tout le monde qui passe dans la rue. Hein? Donc, c'est un peu la même chose. Le thérapeute intuitif doit avoir une certaine forme d'éthique et s'assurer, quelque part, qu'il ne va pas abuser de ses talents pour manipuler les gens. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à ce sujet-là. Et qu'est-ce que tu penses des médiums qui disent qu'il y a certains défunts qui ne passeront jamais avec tel ou tel médium et qui passeront avec d'autres parce que c'est une question d'énergie? Je te dirais quelque part que c'est pas tout à fait ça que moi je dirais autrement. Je dirais que chaque personne, à quelque part, c'est un peu comme si moi je vais donner un exemple, ma connexion avec toi elle est de cet ordre-là, OK? Quelqu'un d'autre a cette connexion-là, puis quelqu'un d'autre a cette connexion-là, puis quelqu'un d'autre a une connexion comme ça. Tu vois? Ça veut dire que selon ma capacité à m'ouvrir à toi, puis à être capable de poser un regard sur toi qui soit le plus large possible, mais je vais avoir un regard plus ou moins large, plus ou moins connecté avec toi. Et c'est ça, quelque part, qui fait que, logiquement, je vais donner un exemple, on met une personne au centre, puis on met 10 médiums autour, 10 intuitifs autour de cette personne-là, les 10 personnes vont pas nécessairement capter les mêmes choses de la personne qui est là. Ils vont raisonner avec des informations qui vont être différentes très souvent. Oui. Logiquement, par contre, il devrait y avoir une concordance dans l'information. Mais si les gens se contredisent, ils vont dans des oppositions, dans les directions qui sont proposées, là, on peut se poser des questions. Mais en général, on va constater que les gens vont aller un petit peu dans la même direction, même s'ils ont des regards différents sur la personne, ils vont quand même avoir un discours assez cohérent par rapport à la proposition, aux solutions qui vont être proposées. Tu vois? Tu comprends? D'accord, ouais, je comprends. Et est-ce que tu es d'accord aussi quand on dit quand l'âme part de l'autre côté, donc elle décède, elle part de l'autre côté du voile dans une autre dimension. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'elle garde ses dernières caractéristiques, tout ce qui est caractère, personnalité? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'elle emporte ça avec elle? Moi, ce que je vais te raconter, c'est que quand ma mère est décédée, j'étais en Belgique. Et la compagnie, il y a une compagnie en Belgique qui a fait faillite à cette époque-là. C'était Sabena, je crois. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé donc, ma mère était sur le point de mourir avant même mon départ, mais on savait que j'allais revenir dans les temps voulus pour m'organiser comment on dit ça, les cérémonies, tout ça. Ouais. Et finalement, comme Sabena a fait faillite, j'ai eu un retard et j'ai pris quelques jours plus tard pour pouvoir revenir. Et puis finalement, ça a créé une situation où j'ai pas pu revenir pour la cérémonie et pour ma mère. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une lecture assez élaborée sur ma mère pour honorer la situation et tout ça. Ouais. Et ça a été quand même un événement déterminant parce que ça m'a permis de voir que ce que je percevais de ma mère à travers le processus de la mort, il y avait plusieurs phases. C'est-à-dire que je voyais, par exemple, que si je me mettais dans une certaine vibration avec elle, je la voyais, finalement, elle était morte de la maladie d'Alzheimer, donc je la voyais complètement perdue dans la dimension terrestre. Par contre, si je me mettais dans d'autres sphères, dans d'autres niveaux de conscience, je la voyais autrement.
Voilà. Et je la voyais autrement et je la voyais de plus en plus dégagée, même dans des sphères plus élevées. Donc, ça m'a amené à prendre conscience que quand on parle d'une personne décédée, encore une fois, le médium, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se connecte avec une facette, selon sa propre capacité, avec la personne. Parce qu'on sait que dans le monde quantique, à quelque part, c'est plus si vrai que ça, quelque part, qu'on dit, tu meurs, puis tu es exactement la même personne que dans le monde terrestre. C'est pas vrai du tout. Je pense qu'au contraire, on est morcelé, on a plusieurs états de conscience à l'intérieur de soi, et que quand on décède, quelque part, il y a des vibrations qui vont se synthétiser avec d'autres espaces à l'intérieur de notre vie à ce moment-là. Je suis d'accord, parce que j'ai eu une dame, là pas longtemps, en visio, qui voulait un contact avec son papa, et son papa était parti depuis 3 ans, donc c'est assez récent, 3 ans. Et donc je commence à le décrire tout ça, et il dit des choses et tout. Il demande pardon, enfin il dit des choses, et elle me dit je le reconnais pas. J'ai dit vous le reconnaissez pas parce qu'il a déjà évolué, il a déjà monté d'un cran au niveau de sa conscience. Il a vu ce qu'il était sur Terre et il ne veut plus être ça. Donc il lui disait des choses qu'elle voulait entendre sur Terre, et là il était en train de lui dire dans son évolution de conscience. Et je lui ai expliqué tout ça. Mais au début ça a été compliqué pour elle parce qu'elle ne comprenait pas, elle ne reconnaissait pas son père qui était quelque part, qui l'avait battu, ça avait été très difficile. Et c'est comme si elle voulait retrouver cette essence-là, et lui il était plus dans ce plan de conscience. Donc c'est exactement ce que tu dis en fait. Oui, puis moi tu vois, quand je travaille avec des personnes décédées, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire de partir du principe que ce qui m'intéresse, c'est pas de dire à la personne, voilà. Ce que ton père est, de te faire la démonstration que je suis en communication avec ton père ou avec ta mère ou je sais quoi, mais de plutôt faire valoir de quelle façon que ce travail-là, que cette personne décédée, de quelle façon qu'elle peut amener cette personne-là sur Terre à évoluer puis progresser. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je cherche à ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que tout évolue, tout bouge. On évolue sur Terre, mais de l'autre côté, c'est pareil. Là, on est dans un corps de chair, d'os et puis de sang et tout ça. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on est beaucoup plus léger et on se déleste. Si on veut travailler sur nous, je pense qu'on peut se délester facilement de tout ce qui a été dur, de tout ce qu'on avait, bien sûr. Tout ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que à qui tu conseillerais justement de faire des lectures d'âme comme tu fais, des gens qui peuvent avoir qui ont eu des traumatismes, qui veulent trouver des clés ou qui n'arrivent pas à trouver leur chemin de vie? Qu'est-ce que ça peut les aider de faire une séance avec toi justement? Tu sais, moi je travaille avec beaucoup de gens parce que je travaille avec des gens qui ont des problématiques de santé. Donc, des gens qui sont malades, en fait, je vais travailler avec ces gens-là. Il y a des gens qui vont venir pour des problèmes existentiels dans leur vie ou pour faire du ménage dans leur vie. Parce que, comme je te dis, il y a des actions thérapeutiques qui sont faites dans les soins. Donc, je te dirais que tous les types d'interventions qu'on peut imaginer, je peux y répondre. Tu vois, ça fait quand même plusieurs années que je le fais, puis j'ai touché beaucoup de domaines, et j'ai constaté que je pouvais aider les gens dans plusieurs domaines, plusieurs voies possibles. Maintenant, évidemment, je ne parle pas du principe que j'ai la vérité infuse. Moi, je parle du principe, justement, que ce que je dis à la personne, ce sont des informations qui sont là et que c'est elle qui a la responsabilité ensuite d'en faire quelque chose, évidemment. Mais l'idée, c'est quand même, moi, je mets en évidence beaucoup le potentiel évolutif de l'être humain. Donc, j'essaie de beaucoup travailler avec la déprogrammation et les soins pour amener la personne à reconnaître à quelque part quel est ce potentiel évolutif et de quelle façon qu'elle peut le nourrir pour l'actualiser dans sa vie. C'est beaucoup dans cette direction-là que ça va se faire, tant au niveau de la santé physique, par exemple, si une personne est malade, que dans une dimension plus émotionnelle ou mentale ou même dans le monde des affaires ou dans les relations. Tu vois, ça touche beaucoup de domaines, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais parce qu'il y a plein de personnes qui me disent oui, tiens, j'ai un cancer, je me suis déclaré un cancer. Si j'ai un cancer, c'est à cause de toutes les épreuves que j'ai traversées et c'est moi qui me suis déclenché mon cancer. Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement? Tu vois, la notion de responsabilité, moi, je la trouve lourde de conséquences. Par exemple, dire, c'est moi qui l'ai provoqué, puis là, je deviens une victime de ça. La nuance est toujours là. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'on puisse être responsable. Ça, je pense que oui. Maintenant, responsable ne veut pas dire être victime. Tu vois, être responsable, c'est reconnaître que oui, effectivement, je dois admettre, humblement, que j'ai fait un certain nombre de choses, ou j'ai géré ma vie d'une certaine façon, mes émotions, je ne sais quoi, et que ça m'a amené à des conséquences qui sont sont celles que j'ai aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais?
Et c'est là que c'est déterminant. Et on sait que les gens, par exemple, qui sont atteints de maladie du cancer, ceux qui arrivent à s'en sortir le mieux, c'est les gens qui sont capables de voir de voir leur avenir, de voir qu'ils ont un avenir devant eux. Et quand on n'a plus d'avenir devant soi, qu'on n'a plus de sentiment que notre vie peut continuer, c'est là qu'on débranche et qu'on arrête de vivre. Parce qu'on n'est plus capable de créer notre vie, on n'est plus capable de la voir se réaliser. On est juste devant une impasse, devant un mur. Et je pense que c'est là que c'est important, justement, que des lectures intuitives, dans ce sens-là, peuvent amener les gens à réorganiser leur vie pour se projeter de nouveau dans ce futur-là, pour devenir justement responsable de leur vie et devenir co-créateurs. Donc, d'être capable justement d'émettre un nouvel élan dans leur vie. Je pense que c'est ça qui est important. Peut-être que actuellement, bon, c'est vrai que les énergies sont lourdes, le monde est dur. Comme on dit, la terre c'est l'enfer. Est-ce que on aurait tendance, nous, êtres humains, à trop se victimiser justement? Trop se victimiser? Ouais. Ah ben, tu sais, je pense que on est tous dans le même bain. Je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que on est tous dans cette position quelque part où les lois de la vie, les lois de l'univers, n'ont pas été reconnues d'une façon satisfaisante. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe du doigt l'extérieur. L'extérieur, ben c'est plein de choses, l'extérieur. Hein, c'est les êtres humains qui sont autour de nous, c'est les objets, c'est la pollution, c'est ceci, c'est cela. On est tout le temps en train de pointer du doigt à l'extérieur. Ouais. Et finalement, on ne cherche pas à reconnaître à quelque part qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Et ce plus grand que soi, il se trouve à l'intérieur de soi comme il se trouve à l'extérieur de soi. Il est partout. Et que tout ce qui se passe dans notre vie, ben, quelque part, on a soit l'opportunité de le subir, ou soit qu'on peut justement participer à. Participer à, ça veut donc dire assumer qui je suis et devenir co-créateur avec la vie. Et là, moi, je pense que c'est là qu'on est le plus gagnant. Mais malheureusement, la société, elle ne nous valorise pas là-dedans. Elle ne valorise pas cette volonté que l'on pourrait avoir tous et chacun de développer cette relation avec la vie. On a plutôt tendance à se victimiser. C'est beaucoup plus facile à contrôler, hein. La population est beaucoup plus facile à contrôler de cette façon-là. Moi, je pense que il y a actuellement ce qu'on voit dans le monde, entre autres, c'est ça. Je pense que on cherche à créer beaucoup de dualité dans l'être humain et cette dualité contribue à pointer du doigt tout le monde. Ah, ça c'est méchant, lui c'est un bon. On tombe dans quelque chose d'un peu manichéen et je pense que c'est un peu dommage. Il faut retrouver quelque part la volonté qu'on a tous humains de se tendre la main, de se tendre la main. C'est pas parce qu'on a des avis différents qu'on est des étrangers ou qu'on est des contre. On peut très bien collaborer ensemble. Et je pense que c'est ça, quelque part, qu'on doit retrouver certainement pour cesser cette forme de victimisation. Parce que la victimisation, c'est je me sens agressé et j'agresse quelqu'un d'autre. C'est ça un peu le concept de la victimisation. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une espèce de relation, de conflit avec nous-mêmes, avec l'extérieur. Ouais. Je pense qu'il faut changer cette façon de travailler-là, certainement. Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu, la période Covid? Comment tu t'es senti? Merveilleux! Merveilleux! Bah, comme nous, quoi. Pareil. Non, c'est sûr que ça a été troublant. C'est sûr que moi, je me suis beaucoup intéressé à... c'était troublant parce que quelque part, il y avait, je pense que pour la première fois de mon existence, il y avait comme des règles et des lois qui s'apparentaient à ce qu'on avait retrouvé dans les guerres, hein, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est certain que ça aurait pu être acceptable s'il y avait une certaine forme de... Tu sais, qu'on dit quelque part être à la hauteur de la situation. Être à la hauteur de la situation, c'est de faire les choses correctement. Et on aurait tous... Moi, j'aurais été le premier à envisager de collaborer dans une condition comme celle-là. Mais quand on sent quelque part que le gouvernement, la société, il y a plein d'éléments quelque part troublants qui ne sont pas cohérents avec ce qui devrait être, mais là, ça nous amène à questionner certainement... les patrons, hein, les patrons, c'est les pays, quelque part, les premiers ministres, etc., ils ont pris des décisions, quelque part, qui étaient très discutables. Donc, on devait se conformer à quelque chose qui était très discutable. C'était un peu difficile à ce niveau-là, oui. Ouais, ça a été... Et puis, on a retrouvé des vieux comportements, hein, des comportements qui se sont répétés, qu'on a connus en 39-45, hein, quand même. Hein. C'est revenu, hein. Tu peux dire comment on dit, la délation. La dénonciation. Délation, voilà, c'est ça, oui. Oui, au Québec, j'ai moins vécu, parce que moi, je suis à la campagne, hein, donc j'ai moins senti cette chose-là. Mais c'est sûr que dans les villes, certainement qu'il y avait un peu de ça. J'avais une amie aussi que j'ai vu que quelqu'un, il était tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passait de son côté. Donc, oui, effectivement, c'est certainement... Oui, mais c'est là qu'on revient quelque part à quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il suffit d'une crise pour que l'être humain, les moins belles facettes de l'être humain ressortent et qu'on fasse valoir... C'est là, ça a été intéressant, la COVID, pour ça aussi, c'est de faire valoir quelque part, tu sais, cette espèce d'impression, il y a les bons puis les méchants.
Hein, selon de quel côté on était, il y avait on était toujours les bons et de l'autre côté, il y avait toujours les méchants. Donc, il y avait les conspirationnistes qui étaient les méchants, puis pour les conspirationnistes, c'était les autres qui étaient les méchants. Donc, il y a une espèce de dualité là-dedans assez incroyable et qui a mis en évidence justement comment on peut comprendre comment les guerres peuvent prendre forme parce que quelque part, cette dualité qui existait reflétait parfaitement des prétextes de guerre. Hein, c'est-à-dire que autant l'un que l'autre étaient prêts à aller quasiment se battre pour justement faire valoir quelque part leur point de vue. Et j'ai trouvé ça dommage parce que justement, l'idée de notre cerveau hémisphère droit, hémisphère gauche, hein, c'est de collaborer. Et ce qu'on voyait, effectivement, c'était soit un était dans l'hémisphère droit, l'autre dans l'hémisphère gauche, et puis il y avait une espèce de conflit. On n'arrivait pas à favoriser cette communication. Et dans la démarche intuitive, la synchronisation des deux hémisphères cérébraux, c'est ce qui permet justement le développement de l'intuition. Et moi, je pense à quelque part que l'objectif, on est encore pour moi dans cet espace du COVID, hein, c'est-à-dire qu'on est encore dans les conséquences qui ont été provoquées par le COVID, c'est-à-dire dans cette espèce de volonté d'être humain, d'essayer de communiquer les uns avec les autres. On en est loin encore, mais j'espère qu'on va arriver à avoir l'évolution de la conscience suffisamment élevée pour être capable de comprendre que on est tous humains et qu'on doit apprendre justement dans cette différence-là de développer quelque part cette forme de complémentarité humaine. Et c'est cette complémentarité humaine qui va nous permettre d'évoluer véritablement. Mais actuellement, on vit dans des situations où on a tendance à bon, les écologistes, ils veulent un autre point de vue. Les anti-environnement ou ceux qui ne croient pas à la crise dans l'environnement, ils veulent autre chose. Alors, on est toujours dans une espèce de dualité. Et ça, je pense que c'est vraiment une crise assez forte qu'on vit actuellement à ce niveau-là, mais qui ouvre la porte, à mon sens, à moi, à développer une position de plus grande justesse en tant qu'être humain. Et c'est ce que j'espère que ça va permettre de donner forme. Tu crois, toi, à une belle évolution, justement, de conscience ou pas, dans les années futures? Est-ce que tu crois que l'homme va évoluer, justement, dans... Ah, ben, c'est une bonne question parce que le simple fait de poser la question laisse sous-entendre qu'il ne pourrait ne pas évoluer. Et moi, je suis complètement à l'aise avec l'idée qu'il ne puisse pas évoluer. Pourquoi? Oui. Mais parce qu'à quelque part, la conscience humaine, finalement, pour qu'elle puisse évoluer, ça demande un effort qui... un effort de chacun, hein, un travail de chacun. Ouais. Hein. Exactement. Donc, c'est pas une chose si simple que ça. Donc, on pourrait dire, oui, bien sûr que l'être humain évolue à travers les temps, bien sûr, mais en même temps, quand on regarde d'un point de vue de la maturité émotionnelle des êtres humains du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quel point que la collectivité humaine a évolué tant que ça. Parce qu'on regarde à quelque part la politique, par exemple. On regarde toutes les magouilles qui sont derrière la politique, les faussetés, etc. Alors qu'on devrait parler d'honnêteté, de transparence. On parle au contraire de mensonges, puis on va dire, ben oui, mais c'est comme ça la politique. Ben, c'est pas normal. La politique ne devrait pas être basée sur le mensonge. Elle devrait être basée sur la vérité. Donc, on comprend évidemment qu'on en est loin de cette évolution que l'on souhaiterait, mais en même temps, quand on doit regarder que en chacun de nous, on a ce potentiel d'évolution. C'est-à-dire que chacun de nous, on rêve d'un monde meilleur. Donc, si chacun de nous nous mettons à rêver et à responsabiliser nos rêves dans notre vie, puis de les actualiser en faisant les actions en conséquence, bien peut-être effectivement qu'on arrivera à quelque chose qui va s'apparenter à ce bon d'évolution que l'on souhaite tous. Peut-être. Hein? L'avenir nous le dira. Exact. En tout cas. Eh ben moi Sylvain, j'ai été ravie de t'interviewer. Je trouve que c'est passionnant. On pourrait passer une après-midi entière à discuter de tout ça. T'as écrit combien d'ouvrages? J'ai écrit 8 livres, je crois, oui. Où est-ce qu'on peut les trouver maintenant, actuellement? Y en a qui ont été retirés du marché parce que j'ai tout récupéré mes droits d'auteur, moi. Donc, là, actuellement, tous mes livres se retrouvent sur Amazon. D'accord, ok. On peut te trouver sur Amazon, il n'y a pas de souci, hein. En tout cas, pour te connaître, moi, je pense que le premier, pour bien te connaître, faut lire Le Messager. Hein? Oui, c'est celui que je trouve qui est le plus... Il faut savoir que ce livre-là a été écrit suite à une révolte, que j'avais une rébellion parce que j'étais au Québec et j'étais, dans une émission de télé. Il y a quelqu'un qui s'est présenté chez moi, qui s'est présenté comme étant quelqu'un qui a des problèmes suicidaires et à qui j'ai fait une lecture, en tout cas, bon. Et ça a été fait sous forme de reportage pour essayer de dénoncer les gens qui faisaient de la médecine douce. D'accord. Et ça m'avait révolté. Et ce livre-là était un peu une réponse. Au début, je pensais faire un livre sur
un genre de roman, mais finalement, c'est devenu un livre dans lequel c'était de moi qu'il s'agissait. Puis bon, ça a été un livre qui était plus personnel que ce que je pensais au départ, mais c'était un peu une réponse un peu à cet événement-là que j'avais vécu, qui m'avait été, que j'ai trouvé un peu malhonnête, finalement, voilà. Là, tu Mais passes c'est un livre que j'ai bientôt. bien aimé, puis il y en a d'autres, voilà. Tu passes bientôt dans une émission française avec Amélie Bonneval. Là, tu vas faire Tu as raison. des lectures d'âme dans pas longtemps, là, c'est ça? Ben, c'est pas 6 février, je crois, Oui, non? c'est le 6 C'est pas. février, donc c'est jeudi, hein. Voilà, à 20h30 heure de France ou 14h30 heure du Québec avec Amélie. C'est donc avec Rayonnant Stevie. D'accord, bah c'est super. C'est gratuit, c'est des lectures d'âme, donc les gens se présentent, ils peuvent poser leurs questions et puis bon, moi je réponds. Je réponds comme je peux. Bon alors alors moi je vais te poser une question. Est-ce que ma chaîne YouTube va continuer à déployer ses ailes justement, Sylvain? Ta chaîne YouTube s'appelle bien Déployer ses ailes, c'est ça? Ouais. C'est bien ça son nom, hein? OK. Je te dirais, moi, quelque part, qu'il faut que tu apprennes à te concentrer. Oui, je te dirais que oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme un peu comme une. Tu sais, quelqu'un qui veut aller dans toutes les directions à la fois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur toi qui a besoin de retrouver comme des balises. Les balises, à quelque part, qui font que ça, je le fais, ça, je le fais pas. Tu vois, c'est un peu comme ça que je sens ça. Ah, c'est parce que je travaille Oui, beaucoup. Non mais c'est vrai, ouais. J'ai beaucoup de projets, je travaille beaucoup. Et c'est vrai que des fois, ouais. C'est vrai. Mais on va y arriver. Mais moi-même, je crois que oui. Puis en même temps, c'est que je pense que tu es quelqu'un aussi qui a une certaine profondeur. Donc, et je pense que cette profondeur-là, ça mériterait d'être vu davantage. Toi, c'est comme ça que je te dirais ça. Ouais, et puis ce qui m'intéresse, moi, c'est la nature des gens, c'est la réelle essence et l'authenticité des gens. Et de les mettre en avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont cachés et qui méritent justement qu'ils parlent de leur vie, de les faire connaître, faut Oui, pas mais que ce soit. je parlais de toi aussi. Je parlais de toi aussi, hein. Je pense que toi aussi, tu pourrais davantage manifester cette profondeur-là. C'est comme ça que je sens ça, hein, C'est très beau, humblement. elle est très belle Ouais. ta phrase. Mais tu sais, c'est pas si facile. Je veux te dire, dans l'époque où on vit, c'est très compliqué, Sylvain, à montrer De vraiment qui on dévoiler, est. Ouais, ah, c'est sûr, voilà. c'est certain. Mais c'est un acte de courage, Mhm. d'une part. Puis c'est un acte de confiance aussi envers soi-même, parce que quand on fait confiance à qui on est, puis on le dévoile, mais c'est un bel acte de confiance. Puis quand je dis ça, je pense à moi, on est tous dans le même bain à ce niveau-là, d'oser, hein, quelque part, davantage montrer qui on est. Puis je pense qu'il y a quelque chose là, qui peut être intéressant, un beau défi en tous les cas à relever. Bon, super. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Sylvain, pour ta Moi qui présence. t'en remercie. On te Je te souhaite plein de remercie belles aussi. choses. On te souhaite un très beau chemin lumineux avec encore des choses extraordinaires, des voyages, des conférences, des livres et des nouvelles rencontres aussi, parce que les nouvelles rencontres nous nourrissent. Et puis, je dis merci beaucoup. Je dis merci à nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission vendredi. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos animaux, de vos amis, de la vie. Et puis, on vous dit à bientôt. À très bientôt à tous. Ciao, ciao les amis. Merci Sylvain. À Merci à bientôt. toi. Au Merci revoir. à toi. Merci, au revoir.